Avez-vous déjà vécu ce moment inconfortable où quelqu'un vous accuse de quelque chose et où vous sentez immédiatement votre cœur s'emballer, votre visage s'empourprer et ce besoin de s'espérer de vous défendre? Les accusations peuvent porter sur vos compétences professionnelles, vos intentions relationnelles, voire votre personnalité en société. Dans ces moments-là, vous avez l'impression d'être soudainement jugé, luttant pour prouver votre innocence alors que l'accusateur détient tout le pouvoir. La plupart des gens réagissent de deux manières, tout aussi inefficaces. Soit ils se lancent dans une légitime défense désespérée, s'expliquant frénétiquement et paraissant coupables, soit ils deviennent agressifs et contre-attaquent, ce qui ne fait qu'envenimer le conflit et les fait paraître instables. Ces deux réactions donnent directement le pouvoir à l'accusateur. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une troisième option, une approche stratégique qui non seulement neutralise les accusations, mais les transforme en opportunité d'accroître votre influence et votre respect? C'est ce que Machiavel avait compris des dynamiques de pouvoir que la plupart des gens ne saisissent pas. Les accusations ne sont pas de simples attaques contre lesquelles il faut se défendre. Ce sont des ouvertures stratégiques qui, bien gérées, peuvent radicalement faire pencher la balance en votre faveur. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a accusé de quelque chose. Un collègue a peut-être suggéré que vous ne faisiez pas votre part du travail sur un projet. Un ami a insinué que vous étiez égoïste, ou un partenaire a remis en question votre engagement. Vous souvenez-vous de cette pression immédiate que vous avez ressentie pour vous expliquer, pour prouver qu'ils avaient tort? C'est précisément à cette pression que la plupart des gens réagissent, et c'est précisément ce qui affaiblit leur position. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre contre une accusation, vous conçoit déjà l'essentiel, que l'accusateur a le droit de vous traduire en justice. Vous avez accepté sa façon de voir les choses, son autorité pour vous juger et son pouvoir d'exiger des explications de votre part. En résumé, vous vous êtes placé en subordonné dans l'interaction et dans les rapports de force, la position est primordiale. Nicolas Machiavel, écrivant à Florence au XVIe siècle, comprenait une idée fondamentale de la psychologie humaine qui demeure inchangée aujourd'hui. Le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent le cadre des interactions et pas nécessairement à ceux qui ont les arguments les plus solides, ni même la vérité. Les hommes jugent généralement plus avec l'œil qu'avec la main, écrivait-il dans Le Prince, car il appartient à tous de voir, à peu de gens de sentir. Autrement dit, la perception compte plus que la réalité dans les affaires humaines. Lorsqu'on vous accuse, on tente de contrôler la perception, la vôtre et celle des observateurs. On s'impose comme juge et vous comme l'objet du jugement. La sagesse populaire vous conseille de vous défendre avec des faits et des explications. Machiavel considérait cette approche non seulement comme inefficace, mais aussi comme nuisible à votre position. Pourquoi? Parce que votre défense elle-même renforce l'autorité supposée de l'accusateur à vous en exiger une. C'est l'idée fondamentale qui distingue ceux qui ont une autorité naturelle de ceux qui luttent constamment pour être reconnus. Comprendre que la façon dont vous réagissez au défi compte bien plus que le contenu de votre réponse. La personne qui se défend immédiatement manifeste son insécurité et reconnaît tacitement la légitimité d'être interrogée. La personne qui répond avec colère révèle qu'elle peut être manipulée émotionnellement. Mais celle qui reste calme et réoriente stratégiquement l'interaction démontre quelque chose de bien plus puissant. Elle ne se laisse pas facilement positionner ou contrôler par les autres. C'est ce que j'appelle le power judo. Utilisez la force et l'élan d'une accusation pour repositionner l'interaction en votre faveur. Comme l'art martial qui lui a donné son nom, il ne repose pas sur un rapport de force, mais plutôt sur une redirection stratégique de l'énergie. Et tout comme le judo, il exige de la pratique, du timing et une compréhension des leviers psychologiques que la plupart des gens ne développent jamais. Je dois m'arrêter un instant et vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous ressenti ce pincement au cœur lorsque quelqu'un remettait en question vos intentions ou vos compétences et que vous commenciez immédiatement à vous expliquer pour vous rendre compte plus tard que vos explications vous faisaient paraître pires et non meilleures? Si vous avez vécu cela, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes qui nous regardent en ce moment se sont retrouvées dans cette situation, prises dans une spirale défensive qui n'a fait que diminuer leur prestige. Cela est dû au fait que la plupart d'entre nous n'avons jamais appris les véritables règles de la dynamique sociale, seulement les fictions polies qui nous enferment dans des cycles de réactivité. Si cela vous parle, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires en écrivant simplement « J'apprends à répondre, pas à réagir ». Ce simple constat peut paraître anodin, mais il représente un changement fondamental dans votre approche des rapports de pouvoir. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour comprendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes et qu'il existe de véritables stratégies pour gérer efficacement ces situations. Examinons maintenant les conseils de Machiavel dans ces situations en nous appuyant sur sa compréhension du pouvoir et de la psychologie humaine. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Un prince doit inspirer la peur de telle manière que, s'il ne gagne pas l'amour, il évite la haine. » Ce principe s'applique directement à la gestion des accusations. L'erreur la plus courante est de chercher à obtenir l'approbation de l'accusateur par des explications et des justifications.
L'approche machiavélique ne consiste ni à rechercher l'approbation, ni à se créer des ennemis, mais à instaurer le respect par une réponse stratégique. Le premier principe de la gestion machiavélique des accusations est ce que j'appelle la curiosité posée. Face à l'accusé, plutôt que de vous défendre immédiatement, répondez par des questions calmes et mesurées qui renversent subtilement la situation sur l'accusateur. Par exemple, si quelqu'un dit « Vous n'êtes pas engagé dans ce projet », au lieu de dire « Si, laissez-moi vous expliquer en quoi je suis engagé », vous pourriez dire « C'est une perspective intéressante ». Qu'est-ce qui vous a précisément conduit à cette conclusion? Cette réponse accomplit plusieurs choses simultanément. Elle montre que vous n'êtes pas ébranlé par l'accusation, elle oblige l'accusateur à étayer ses allégations et elle vous fait passer d'une position défensive à une position évaluative. Vous ne vous défendez plus, vous évaluez la validité de son observation. L'impact psychologique de ce changement est immédiat et puissant. Le deuxième principe machiavélique pour gérer les accusations est la réorientation stratégique. Machiavel comprenait que le pouvoir réside souvent dans le contrôle de la conversation, et non dans la simple réponse. Face à une accusation, vous pouvez réorienter l'interaction vers les intérêts sous-jacents plutôt que vers les positions affichées. Par exemple, si quelqu'un vous accuse d'être difficile à gérer, au lieu de défendre votre style de travail, vous pourriez dire « Je suis curieux de savoir quels résultats vous recherchez dans notre relation de travail. Qu'est-ce qui vous serait le plus utile ?» Cela réoriente la conversation de vos prétendus défauts de caractère vers des solutions pratiques, vous positionnant ainsi comme orienté vers la solution plutôt que sur la défensive. Cette technique est efficace car elle comble ce que les psychologues appellent le déficit intérêt-position. La plupart des accusations représentent des positions, des déclarations de ce que quelqu'un souhaite, plutôt que des intérêts, les besoins ou préoccupations sous-jacents. En abordant directement les intérêts, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle et de réflexion stratégique. La troisième approche machiavélique, et peut-être la plus puissante, est ce que j'appelle l'inversion de l'effet de levier. C'est là qu'entre en jeu le véritable aspect judo. Lorsque quelqu'un vous accuse, il s'attend à ce que vous défendiez ou que vous attaquiez. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser l'accusation elle-même comme un levier pour établir un plus grand respect. Par exemple, si quelqu'un vous accuse d'être trop agressif dans les négociations, vous pourriez répondre « J'apprécie que vous souleviez ce point. Les styles de négociation efficaces sont une question à laquelle je réfléchis beaucoup. J'apprécierais vraiment votre point de vue sur la manière de défendre fermement notre position tout en renforçant nos relations avec l'autre partie. » Cette réponse a un effet remarquable. Elle transforme ce qui était censé être une attaque en une occasion pour vous de démontrer votre conscience de soi, votre confiance et votre engagement envers le développement. Vous avez complètement inversé l'effet de levier. L'accusateur en est venu à vous présenter comme un déficient. Vous vous êtes repositionné en tant qu'homme sûr de vous et l'interaction est devenue un échange d'égal à égal discutant de développement professionnel. Machiavel apprécierait cette approche car elle démontre la vertu, cette combinaison de compétences, de timing et de réflexion stratégique qu'il considérait comme essentielle à un leadership efficace. Ces trois approches, curiosité posée, réorientation stratégique et inversion de l'effet de levier, constituent le cœur de la gestion machiavélique des accusations. Mais leur efficacité dépend d'une bonne exécution, ce qui nécessite la compréhension des principes psychologiques qui les rendent efficaces. Le premier principe psychologique en jeu est ce que les psychologues modernes appellent la réactance. Lorsque l'on sent son autonomie menacée, on résiste instinctivement. Lorsqu'on est accusé de quelque chose et qu'on se défend immédiatement, on réagit à cette menace pour son autonomie et son image de soi. Le problème est que cette réaction défensive elle-même traduit une faiblesse. En réagissant avec une curiosité posée, on court-circuite sa propre réactance et on fait preuve de maîtrise de soi, un principe universellement reconnu. Le deuxième principe psychologique est la dissonance cognitive. Lorsqu'il existe un décalage entre ce qu'une personne attend et ce qu'elle ressent un malaise psychologique qu'elle est motivée à résoudre. Lorsqu'on vous accuse, elle s'attend à une attitude défensive ou agressive. Lorsque vous répondez avec une curiosité calme ou en vous redirigeant vers vos intérêts, vous créez une dissonance cognitive. Son modèle mental de l'interaction est perturbé et elle doit réajuster son approche. Ce réajustement implique presque toujours de vous accorder plus de respect qu'initialement. Le troisième principe est ce que les psychologues sociaux appellent la confirmation comportementale ou la prophétie autoréalisatrice. Lorsqu'on vous accuse et que vous vous mettez sur la défensive, vous confirmez souvent par inadvertance son évaluation négative en paraissant peu sûr de vous ou réactif. En répondant avec les techniques que nous avons évoquées, vous infirmez ces attentes négatives et les remplacez par des preuves de votre compétence et de votre assurance. C'est peut-être l'aspect le plus puissant de l'accusation judo. Elle neutralise non seulement l'attaque immédiate, mais améliore activement la perception que vous avez de vous. Examinons comment ces principes s'appliquent dans des contextes spécifiques, en commençant par le monde professionnel. Imaginez que vous soyez en réunion d'équipe et qu'un collègue vous dise « Le problème avec votre approche, c'est qu'elle est trop risqueuse. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. »
La réponse conventionnelle serait de défendre votre analyse et d'expliquer toutes les façons dont vous avez envisagé les risques. La réponse machiavélique pourrait ressembler à ceci. L'évaluation des risques est certainement cruciale ici. J'aimerais savoir quels aspects spécifiques vous semblent les plus préoccupants. Cette réponse reconnaît la légitime préoccupation concernant le risque tout en demandant calmement des précisions. Elle vous place non pas sur la défensive, mais ouvert à des contributions de fond. Si l'accusation était réfléchie, cela donne aux collègues l'espace nécessaire pour contribuer de manière significative. S'il s'agissait d'un jeu de pouvoir ou d'une critique creuse, cela l'oblige à étayer ses allégations ou à les retirer implicitement. Dans les deux cas, vous conservez votre position et votre contrôle. Dans les relations personnelles, les accusations ont souvent une portée émotionnelle plus importante, mais peuvent être gérées selon des principes similaires. Si un partenaire vous accuse de ne pas vous soucier de ses sentiments, une réponse défensive du type « Bien sûr que je m'en soucie, comment peux-tu dire qu'à » aggrave généralement le conflit. Une réponse machiavélique pourrait être « Je veux absolument mieux comprendre tes sentiments. Peux-tu m'aider à comprendre ce qui t'a fait ressentir cela ?» Cette réponse esquive l'accusation tout en manifestant un intérêt pour le problème sous-jacent. Elle déplace l'interaction de l'accusation et de la défense vers une résolution collaborative du problème. Dans les contextes sociaux, les accusations prennent souvent la forme de remarques subtiles et déstabilisantes ou de commentaires passifs agressifs. Quelqu'un pourrait dire en groupe « C'est tout à fait ton genre de tout ramener à toi ». Plutôt que de se mettre sur la défensive ou d'être jeune, une réponse machiavélique pourrait être « Voilà une observation intéressante. Je suis curieux de savoir comment les autres perçoivent cette dynamique dans nos conversations. » Cela a un effet puissant. L'accusation est traitée comme une observation neutre, méritant d'être prise en considération plutôt que comme une attaque nécessitant une défense, et elle élargit la conversation à d'autres points de vue, atteignant ainsi la tentative de l'accusateur de vous isoler. Le point remarquable de ces approches est qu'elles fonctionnent, que l'accusation soit fondée ou non. Si l'accusation est infondée, ces réponses vous évitent de tomber dans le piège de la défensive. Si l'accusation est fondée, elles vous permettent de recueillir davantage d'informations et de vous montrer réceptif aux commentaires sans pour autant diminuer votre position. C'est précisément ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il conseillait aux dirigeants d'être à la fois le lion et le renard, avoir la force de tenir bon et la ruse de naviguer dans un environnement social complexe. L'objectif ultime de la gestion machiavélique des accusations n'est pas seulement de détourner les accusations individuelles, mais de vous positionner comme quelqu'un qui ne se laisse pas facilement manipuler ou positionner par les autres. En répondant systématiquement aux accusations avec une curiosité posée, une réorientation stratégique et une inversion de l'influence, vous vous forgez la réputation d'une personne qui garde son sang-froid sous pression. Cette réputation devient un moyen de dissuasion contre de futures accusations, car les gens apprennent que les tentatives de vous discréditer ont tendance à se retourner contre vous. Cependant, il y a une distinction importante à faire ici. Cette approche ne consiste pas à devenir insensible aux commentaires ou à créer une fausse image de perfection. En fait, Machiavel soutenait que reconnaître ses imperfections de manière stratégique peut être une source de force. L'essentiel est de garder le contrôle sur la manière et le moment d'admettre ses limites, plutôt que de se les voir imposer par des accusations. Par exemple, vous pourriez répondre à une accusation en disant « Vous savez, c'est un domaine dans lequel je m'efforce de m'améliorer. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce que pourrait être une amélioration efficace dans ce domaine. » Cette réponse reconnaît l'imperfection tout en démontrant une conscience de soi et un engagement envers le développement. Elle transforme ce qui était censé être une attaque en une occasion de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Les praticiens les plus expérimentés de cette approche comprennent que l'objectif n'est pas de gagner contre l'accusateur, mais de transformer complètement la nature de l'interaction. Lorsqu'une personne vous accuse, elle initie une interaction hiérarchique avec elle-même, au sommet. La réponse machiavélique recadre l'interaction en une interaction collaborative ou évaluative, vous plaçant au moins sur un pied d'égalité. C'est dans ce recadrage que réside le véritable pouvoir social. Abordons maintenant quelques défis courants liés à la mise en œuvre de ces stratégies. Le premier, et peut-être le plus difficile, est de gérer votre réaction émotionnelle immédiate. Face à une accusation, votre système nerveux sympathique s'active, déclenchant une réaction de combat ou de fuite qui rend la réflexion stratégique difficile. C'est pourquoi la pratique est essentielle. En répétant mentalement ces réactions et en les pratiquant dans des situations à moindre enjeu, vous développez les connexions neuronales nécessaires pour accéder à ces stratégies, même sous pression. Le deuxième défi consiste à adapter votre réponse au contexte et à la relation. Une réponse parfaitement efficace dans un contexte professionnel peut paraître trop formelle ou détachée dans une relation personnelle étroite. Les principes restent les mêmes, mais le langage et le ton doivent être adaptés pour préserver l'authenticité dans différents contextes. Le troisième défi est la cohérence.
Utiliser ces techniques occasionnellement tout en adoptant une attitude défensive à d'autres moments compromet leur efficacité. Machiavel soulignait l'importance de la cohérence pour bâtir une réputation, écrivant que les hommes jugent généralement plus à l'œil qu'à la main, ce qui signifie que les individus se forgent des jugements en fonction de schémas observés plutôt que d'incidents isolés. Examinons maintenant quelques phrases et techniques spécifiques qui incarnent l'approche machiavélique de la gestion des accusations. Il ne s'agit pas de scénarios à mémoriser, mais de schémas adaptables à votre style personnel et à des situations spécifiques. Pour répondre aux accusations concernant votre personnalité ou vos intentions, ce n'est pas ainsi que je me perçois, mais je m'intéresse à ce qui vous a amené à cette perception. Cela permet de reconnaître la différence de point de vue sans en accepter le cadrage, tout en montrant une volonté de comprendre leur point de vue. Pour les accusations concernant votre travail ou vos compétences, j'apprécie toujours les commentaires précis. Pourriez-vous me signaler les aspects particuliers que vous avez trouvés préoccupants? Cette réponse témoigne de confiance, tout en obligeant l'accusateur à passer d'accusations vagues à des commentaires précis et exploitables. Pour les accusations formulées en groupe, voilà un point de vue intéressant. J'aimerais vraiment savoir comment les autres perçoivaient la situation. Cette réponse affaiblit l'autorité de l'accusateur en invitant à des points de vue multiples tout en gardant son sang-froid. Pour les accusations contenant des vérités partielles, ce que vous dites est probablement fondé. J'aimerais mieux comprendre les aspects précis que vous avez observés. Cela démontre une certaine assurance et une conscience de soi tout en exigeant des précisions. Pour les accusations qui relèvent clairement d'un jeu de pouvoir, je remarque que nous sommes passés de la discussion sur le projet à une discussion personnelle. Je me demande à quelles préoccupations concernant le projet cela se rapporte. Cette réponse identifie directement mais calmement la tactique tout en ramenant au fond du problème. L'avantage de ces réponses est qu'elles fonctionnent quelle que soit l'intention de l'accusateur. Si l'accusation a été formulée de bonne foi, ces réponses créent un espace pour une conversation productive. S'il s'agissait d'une manipulation ou d'un jeu de pouvoir, ces réponses les neutralisent, sans créer de conflit inutile. C'est cette double efficacité qui fait la puissance de l'approche machiavélique. Elle améliore les résultats dans un large éventail de scénarios et d'intentions. Il est important de noter que ces techniques requièrent une véritable confiance en soi. Si vous recherchez constamment l'approbation ou la validation des autres, il sera difficile de maintenir le détachement posé que ces réponses exigent. C'est pourquoi Machiavel a souligné l'importance de l'autonomie et de la stabilité intérieure pour les dirigeants. La bonne nouvelle, c'est que la pratique de ces techniques renforce la confiance en soi au fil du temps. Chaque expérience réussie d'une interaction difficile renforce votre confiance en votre capacité à gérer efficacement la pression sociale. En résumé, vous ne vous contentez pas d'apprendre des techniques. Vous développez un rapport fondamentalement différent à la pression sociale et à l'évaluation. L'expression ultime de la gestion machiavélique des accusations est d'atteindre un état où les accusations n'atteignent tout simplement pas l'impact escompté. En répondant systématiquement aux accusations avec une curiosité posée, une réorientation stratégique et une inversion de l'influence, on comprend que tenter de vous placer dans une posture défensive est tout simplement inefficace. Cette réputation elle-même devient une forme de pouvoir, ce que Machiavel pourrait appeler le pouvoir de la redoutabilité. Les gens réfléchissent à deux fois avant de porter des accusations infondées, sachant que l'interaction risque de les fragiliser. Cela ne signifie pas que vous êtes à l'abri des critiques ou des retours légitimes. Cela signifie plutôt que les retours vous parviennent sous des formes plus constructives, formulées avec respect plutôt que sous forme d'accusations visant à vous dévaloriser. La différence entre critique et accusation est ici cruciale. La critique porte sur des comportements ou des résultats spécifiques, tandis que les accusations portent sur votre personnalité, vos intentions ou votre valeur. En redirigeant systématiquement les accusations vers des comportements et des résultats spécifiques, vous entraînez les autres à interagir avec vous à ce niveau plus productif. Dans la forme la plus avancée de cette pratique, vous devenez quelqu'un qui non seulement gère efficacement les accusations, mais qui permet également aux autres de sauver la face lorsqu'ils réalisent que leurs accusations étaient infondées ou exagérées. Cette générosité issue d'une position de force est ce à quoi Machiavel faisait référence lorsqu'il écrivait qu'un leader doit être craint mais non haï. Français. Vous démontrez que vous ne pouvez pas être facilement positionné ou manipulé tout en montrant simultanément que vous n'êtes pas intéressé à humilier inutilement les autres. Cette combinaison de force et de magnanimité crée une forme unique de respect que le simple pouvoir ou la simple sympathie ne peuvent pas atteindre. Pour résumer l'approche machiavélique de la gestion des accusations, 1. Répondez avec une curiosité posée plutôt qu'une explication défensive. 2. Réorientez stratégiquement les positions vers les intérêts. 3. Utilisez l'inversion de levier pour transformer les attaques en opportunités. 4. Maintenez la cohérence pour construire une réputation de sang-froid inébranlable. 5. Adaptez votre langage et votre ton spécifique à différents contextes tout en conservant les principes fondamentaux. 6. Pratiquez ces réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature, disponible même sous pression. 7.
Développez la générosité pour permettre aux autres de sauver la face lorsque cela est approprié. Le but ultime n'est pas de gagner contre les accusateurs, mais de vous établir comme quelqu'un qui interagit avec les autres à partir d'une position de maîtrise de soi sûre, quelqu'un qui ne peut être ni facilement provoqué, ni facilement positionné dans un rôle subordonné. C'est l'essence même de la stratégie sociale machiavélique. Non pas la domination par la force, mais l'influence par le positionnement stratégique et l'influence psychologique, dans un monde où la plupart des gens réagissent de manière prévisible à la pression sociale. La capacité à réagir de manière réfléchie et stratégique vous distingue. Elle vous transforme, passant d'une position imposée par les autres à une position qui définit les conditions de l'engagement. Et, tant dans un contexte professionnel que personnel, cette capacité est inestimable. La prochaine fois que quelqu'un vous accuse, que ce soit à propos de votre travail, de votre personnalité ou de vos intentions, rappelez-vous que cette accusation n'est pas seulement un défi, mais une opportunité. Une occasion de démontrer une autorité posée qui ne peut être revendiquée, mais qui doit être démontrée. Une occasion de démontrer que vous êtes, selon les termes de Machiavel, à la fois le lion et le renard, assez fort pour tenir bon et assez intelligent pour retourner leur élan contre eux. Le choix, comme toujours, vous appartient. Réagirez-vous comme la plupart ou répondrez-vous stratégiquement? Laisserez-vous les autres vous positionner ou garderez-vous le contrôle de votre position? La différence entre ces choix peut paraître subtile au cours d'une interaction donnée, mais avec le temps, il crée des trajectoires d'influence et de respect radicalement différentes. Si vous avez trouvé de l'intérêt dans ces réflexions machiavéliques sur la gestion stratégique des accusations, je vous invite à nous rejoindre sur Silent Authority. Chaque semaine, nous explorons les principes psychologiques et philosophiques profonds qui régissent l'influence, l'autorité et le positionnement social stratégique. Nous ne proposons pas d'astuces simplistes ni de manipulation, mais plutôt une compréhension approfondie du fonctionnement du pouvoir et de l'influence réelle dans les interactions humaines. En vous abonnant, vous ne suivez pas simplement une chaîne, vous rejoignez une communauté de personnes déterminées à développer une véritable autorité, qui ne découle pas d'une position ou d'un titre, mais d'une compréhension stratégique et d'une maîtrise de soi sereine. Le chemin vers une véritable influence n'est pas toujours intuitif, mais avec un accompagnement approprié, il est tout à fait possible. J'ai hâte de poursuivre ce voyage avec vous.